Hello. Comment allez-vous, très cher ami? Quant à moi, Dieu merci, tout va pour le mieux. Et je souhaite que ça soit la même chose pour vous, surtout nos compatriotes au pays. Parce que malheureusement, excusez-moi, je vais régler le volume. Malheureusement, la Guinée est occupée par un groupe de bandits armés. Mais vous savez quoi? Mamadi est venu par les armes. Il n'ira que par les armes. Ça, c'est clair. Mamadi est venu par les armes. Il a pris le pouvoir là en tuant les gens. Il a détruit l'économie guinéenne. Vous croyez que ce dernier va partir comme ça? Parce que c'est ce qu'il attend. Donc la seule chose qui nous reste maintenant, c'est de l'affronter aussi avec les moyens qu'il utilise. S'il faut prendre les armes, il faut que nous prenions les armes. Parce que j'entends de fois certains hypocrites dire « Ah, on ne veut pas la guerre civile au pays. » Mais nous sommes en guerre civile. Combien de Guinéens est mort déjà? Et tous les jours que Dieu fait, les Guinéens sont kidnappés. Ils sont assassinés. Et sans tenir compte, la destruction de l'économie fait tuer les gens. Les citoyens guinéens meurent dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas de médicaments. Les routes ne sont pas faites. Les routes sont complètement maganées. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un accident de route qui fait des dizaines de morts. Et sans compter d'autres faits aussi, parce que c'est les effets indirects. Mamadi tue les gens, il fait disparaître les corps. Mais qu'est-ce que vous appelez guerre civile? Donc nous sommes en guerre civile. Nous ne sommes pas dans la transition. Nous sommes avec un groupe de bandits armés qui terrorisent, qui tuent, qui kidnappent, qui met en prison et qui détruit notre avenir. C'est ça la réalité. C'est-à-dire il faut sortir de cette hypocrisie de résignation et de passivité. Mamadi ne connaît que le langage de la violence. C'est ça que Mamadi connaît. Parce que toute candidature de Mamadi Doumbouya ou d'un membre du CND, comme en CNRD, c'est un parjure. C'est un grave parjure. C'est une haute trahison à la République. Toi, tu fais un coup d'État à quelqu'un, tu prends les armes. Ce n'est pas la population qui s'est révoltée, mais tu as pris un groupe de forces spéciales avec l'appui des étrangers, les Américains, les Français, c'est-à-dire un complot contre la Guinée. Vous venez arrêter, vous venez vous attaquer à la première institution du pays en pleine nuit. Et par après, 3 ans après, tu dis aux gens, non, moi je ne vais pas quitter. Parce que tu es venu, tu as dit aux gens, pour calmer les gens, bon, avec les opposants naïfs aussi, là, qui t'ont applaudi au début. Tu dis, je suis venu, je ne serai pas candidat, je suis venu pour mettre l'ordre et tout ça. 3 ans après, tu dis, non, je change, je serai candidat. Mais il faut être fou ou con pour se dire que Mamadi va organiser une élection pour perdre. Ceux qui pensent que, bon, quand j'écoute Makanira, je ne suis pas contre qu'il soit candidat. Makanira, où tu as vu au monde entier un militaire en exercice qui a fait un coup d'État militaire contre un pouvoir civil démocratique et qui est candidat à sa propre succession. Nulle part au monde. Un coup d'État d'abord, c'est un crime. Partout au monde, c'est un crime. Un criminel ne peut pas être candidat à une élection présidentielle. Où nous allons? Donc, si les gens
les Guinéens ne se révoltent pas. Mamadi est en train de nous refaire rentrer à la période de nazi. Actuellement, tous les Guinéens sont surveillés. Mais remarquez, Mamadi, durant combien de mois? 3 mois, voire même 4 ou 6 mois. Comme ça, il a coupé l'Internet. C'est-à-dire, les choses que Mamadi fait en Guinée, je ne pense pas si cela peut se passer dans un autre pays au monde, sans que la population ne se révolte. La presse est muselée. Les lois, c'est-à-dire le droit fondamental d'un peuple, parler et manifester est interdit. Quelqu'un qui est venu inégalement, qui est illégitime, qui, disons, il supprime les partis politiques en disant, toi tu es inégal. Comment une inégalité peut rétablir l'ordre ou la loi? Toi qui es venu par une méthode inégale, donc tout ce que tu fais, c'est inégal. Tu fermes les principaux, disons, médias du pays. Tu assassines plus de 250 personnes et tu fais disparaître leur corps. Le climat des terreurs, c'est-à-dire la Guinée est actuellement un pays qui est en destruction programmée et vu au su et au vu de tout le monde. Vous savez, il y a un expert de la Banque mondiale qui disait que mais c'est bizarre. Il dit en 3 ans, la Guinée s'est retournée en 20 ans en arrière, comme les années 2000. Il dit la dette publique dépasse maintenant les 2 milliards. Avant le départ d'Alpha Condé, c'était 1 milliard. Et ça aussi, on payait régulièrement. Mais depuis le 5 septembre, l'État ne paye plus ses dettes extérieures. Donc on s'est retourné. Alpha nous a, disons, sorti de l'endettement là pour maintenant amorcer le développement du pays. Parce que quand un pays est trop endetté, il ne peut pas avoir les crédits concessionnels. C'est-à-dire, il a une note sale envers les bailleurs de fonds. Et personne n'a le courage de le prêter l'argent. Et quand on doit le prêter, c'est avec les taux exorbitants. Mais quand tu as une bonne note, tu es crédible face aux investisseurs, face aux institutions financières. Donc Mamadi est venu mettre tout ça à zéro. En 3 ans, il a tout mis à zéro. Actuellement, il a demandé à la Banque mondiale et FMI de le prêter 600 millions de dollars. Ceux-ci disent non, qu'ils ne peuvent pas le prêter cela. Que parce qu'il n'y a aucune transparence au pays actuellement. Et que l'économie est en, disons, destruction. Ils ont fait la comparaison, ils disent rien n'est transparent chez vous. Et ce qu'eux remarquent, que c'est la pauvreté de la population qui s'accentue et qu'un petit groupe d'oligarchie, c'est-à-dire cette nouvelle bourgeoisie que Mamadi lui-même a créée, les nouveaux riches en Guinée, sont eux maintenant qui s'accaparent du bien du pays. C'est-à-dire tous ceux qui appartiennent, qu'on doit investir dans la construction des routes, dans la construction des dispensaires, des écoles, un petit groupe s'accapare de cela. Ils construisent des immeubles, ils achètent des immeubles en Côte d'Ivoire, ailleurs, partout au monde. Ils s'enrichissent et que le peuple s'appauvrit. Comment tu peux dire à quelqu'un que tu es en train de développer le pays en mettant la peinture rouge sur les chaussées là, en ville là-bas ou quelque part, et que les gens n'ont pas 2 repas par jour? Et que tous les jours, les gens, quand ils sortent de la maison, ils ont peur. Comment ils vont rentrer? Et que tous les indicateurs économiques, de macroéconomie à microéconomie, fait comprendre au monde entier que rien ne va économiquement. Parce qu'actuellement, ça ne se cache même pas. Allez-y au marché. L'inflation est au top. Toi, tu peux dire que tu es en train de développer. Quelqu'un qui met son projet, sa vision pour la Guinée sur les mines.
et les mines. Ces mines-là existent en Guinée depuis les siècles. Si Sékou Touré disait que c'est les mines qui vont développer la Guinée et tout ça, là, et qu'on abandonne l'agriculture et tout ça, et tout le monde, même si on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour comprendre, que pour parler du développement, il faut que le ventre soit plein. Un ventre vide. Tu vas construire je ne sais quoi, les gens ont faim. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre avec tout ce que tu vas faire? La première condition d'abord pour un être humain, c'est de se nourrir. C'est de manger. Si tu ne manges pas, tu meurs. Après, se loger. Après, d'autres choses viennent. La sécurité est là et tout ça. C'est vers ça qu'on peut parler du développement. Mais ce n'est pas venir faire du populisme, peindre les trucs, faire voir. Et puis, on a vu tout ce qu'ils ont montré. La saison pluvieuse est venue. Tout le monde a vu la réalité. C'est-à-dire, seuls les naïfs peuvent croire à ce bonhomme. Mamadi, c'est un bandit né. Mamadi, c'est un délinquant. C'est un délinquant. La Guinée est prise en otage par un groupe de délinquants armés. C'est ça la réalité. Donc tout ce qu'on nous raconte là, c'est ceci, c'est cela. Hey, Mamadi est venu par les armes, il faut les armes pour le chasser. Il faut que tout le monde mette ça en tête. Actuellement, il est parti, vous savez, la corruption en Afrique, il est parti donner l'argent à des gens au Libéria là-bas. Un libério-guinéen qui s'appelle Chérif Ouaïdara qui disait que c'est Alpha qui l'a donné, que c'est Mamadi, le groupe de Mamadi disait que Alpha a financé celui-ci, de recruter les gens là-bas pour venir le renverser. Ben, ils ont interrogé la justice libérienne, a interrogé le gars et tout ça suite à la plainte. Ils disent, mais il n'y a aucune preuve de cela. Mais Mamadi a payé les gens. Vous savez, la corruption, les policiers, les gardes pénitentiaires, à 4 heures du matin, ils sont partis prendre le monsieur là en prison. Ils l'ont exfiltré, c'est-à-dire le faire sortir de la prison. Ils l'ont envoyé en Guinée avec un certain groupe pour venir le tuer en Guinée. Et la population libérienne à l'heure là est en révolte. Ils disent que si on ne retrouve pas le gars là-bas, si là où ils ont amené le gars, que ceux qui l'ont donné, que ceux-ci là, on va leur tuer. Les jeunes se sont mobilisés depuis, ils ont donné leur ultimatum. Je crois que c'est dans la semaine là. Voyez-vous, c'est-à-dire Mamadi c'est un bandit. Tout ce qu'il fait, c'est du kidnapping. Allez, c'est-à-dire, il y a des trucs que Mamadi fait, tu ne peux même pas croire. C'est pourquoi de fois ça me fait rire. Un bandit, un délinquant qui a pris des armes, venir s'attaquer à un président légitimement élu, qui a peur et qui dit aux gens, on veut me déstabiliser. Mais un voleur qui a peur d'être volé, c'est ridicule. Tu as pris des armes. Ce n'est pas la population qui s'est révoltée. Hein. Tu as pris les armes pour venir déloger un président démocratiquement élu. Et toi, tu as peur que ce dernier vienne prendre son pouvoir légitime. C'est pourquoi je ne comprends pas quand j'entends M. Lycénifal dire que ouais, lui ne va pas s'associer à Alpha pour une action de déstabilisation en Guinée. Ça, je suis déçu de M. Fall. Étant diplomate, quelqu'un qui a étudié le droit, il sait qu'un coup d'État, c'est un crime. Comment dire venir déstabiliser un poussiste? C'est comme si tu légitimais le putsch et celui qui doit venir remettre l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire l'ordre par lequel il a été élu démocratiquement, tu le considères comme étant, c'est lui qui est le fautif, c'est lui qui est le criminel, et le vrai criminel, tu le considères comme légitime.
C'est cette hypocrisie intellectuelle que je déplore. Mais vous savez, cher ami, M. Fall Lunseni, tout comme Lansana Kouyaté, voire même Sidia Touré, c'est les gens qui n'ont jamais eu ce côté patriotique. Ils ne se sont jamais battus pour la Guinée. Ils sont servis de la Guinée pour leur propre autopromotion. Lunseni Fall, tout ce qu'il a eu, c'est pour sa propre autopromotion. Il s'est servi de ses postes pour avoir des postes à l'ONU ou tout ça là. Mais il ne s'est jamais sacrifié pour le peuple de Guinée. Les gens qui n'osent pas s'affirmer, s'assumer, c'est les lâches. Voilà la génération des Lunseni Fall qui sont des modèles à bannir. Parce que qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la jeunesse guinéenne est incohérente? C'est en tenant compte des comportements comme Lunseni Fall, comme Baouri, comme Cabinet Komara, Lansana Kouyaté. Est-ce que vous leur entendez parler à l'heure là? L'état, c'est-à-dire au moment où la population a besoin de leur, disons, de leur leadership, ils disparaissent. Mais vous verrez, quand la situation sera calme, c'est les premiers qui viendront taper leur poitrine. Ah ouais, il faut ça, il faut ça, il faut une élection, c'est ceci. Je demande à la jeunesse de ne pas avoir confiance à ces gens-là. Parce qu'ils ne sont pas sérieux. C'est les gens qui ne sont jamais battus pour la Guinée. Ils se battent pour eux-mêmes et pour leur petite famille. Ils ne sont pas patriotes. C'est les apatrides. C'est les gens qui ont peur à l'heure là, même condamner la coopération militaire française dans un pays qui se trouve sous le coup d'État. Lansana Kouyaté est plus instruit que moi et plus expérimenté que moi. Comme François Fall, qui disait qu'il a passé toute sa carrière à résoudre les conflits, donc il connaît que la première décision d'un pays responsable en cas d'un coup d'État, c'est de suspendre toute coopération militaire avec ce pays. Parce que vouloir coopérer avec ce pays qui est sous un coup d'État, c'est la co-belligérante. C'est-à-dire, c'est comme si tu aidais le poussiste. Tu es venu pour consolider le coup d'État. Mais tout le monde voit, tout le monde sait. Ça se discute même au Parlement français. Même les députés français n'ont pas été informés. Donc c'est les mercenaires français qui sont venus en Guinée pour aider un légionnaire français à faire le coup d'État en Guinée et à se pérenniser pour mettre la même mise sur les richesses de notre pays et pour que notre pays soit sous leur tutelle. Mais les grands frères ne parleront jamais de cela. Eh bon Dieu, qu'est-ce que nos parents n'ont pas sacrifié pour nous envoyer à l'école, et qu'à notre retour, qu'on vienne leur protéger contre l'obscurantisme, qu'on vienne leur expliquer ce qu'ils ne comprennent pas. Mais si nous devenons le relais de la destruction de la nation en soutenant comme la grande gueule là qu'on appelle Ousmane Kaba, voilà les hypocrites, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Un intellectuel s'assume, il dit la vérité en toutes circonstances. Un intellectuel qui est sélectif dans son analyse, il n'est pas intellectuel. Certes, il est diplômé, mais ce n'est pas un intellectuel. L'intelligence qui donne l'intellect à quelqu'un, c'est la capacité de réfléchir,
d'analyser les faits sociaux et d'assumer les conséquences, on peut ne pas être d'accord avec toi. Mais quand quelqu'un vend son savoir ou sa connaissance à l'autel de malhonnêteté, c'est la pire des indignations. Le savoir ne sert à rien si elle n'est pas transmise. Si on ne communique pas ce qu'on a appris, ça ne sert à rien. Mais hélas, l'élite a démissionné en Guinée. On se pose même la question, est-ce qu'il y a une élite existante en Guinée actuellement? Mais comme on aime dire souvent, plus qu'on se trompe dans la vie, plus ça nous donne les leçons de réfléchir. Parce que ce qui est quand même déplorable en Guinée actuellement, les jeunes, les plus jeunes que nous, qui n'ont pas de modèle de référence. Parce que le jeune Guinéen ne se bat pas pour changer quelque chose au pays. Il ne se bat ni pour la démocratie, il ne se bat pas pour le droit de l'homme, encore moins pour le développement de la Guinée. Le jeune Guinéen se bat pour remplacer celui qu'il appelle dans le quartier Magran. C'est pour prendre la place de celui qu'il appelle Magran et faire pire que lui. Mais ce n'est pas pour changer les mauvaises pratiques, non. Il vient même aggraver ces mauvaises pratiques. Mais regardez aujourd'hui, la moyenne des patrons à l'heure là en Guinée, c'est les jeunes. C'est les moins de 50 ans, les 40 ans et tout ça là qui gèrent. Mais le pays n'a jamais été aussi mal géré que maintenant. Quand vous voyez les jeunes aujourd'hui, ils cherchent les amis pour conserver leur statut social. Il te fait ami parce que croit que tu peux l'aider. Ou demain tu peux l'aider pour conserver son statut social. Il te dit ma grand ou c'est mon ami. Il dit parce que en étant en relation avec lui, cela peut me permettre d'ouvrir les portes que je n'oserais même pas m'approcher ni par ma qualification, ni par mes compétences. Donc, ce sont des malhonnêtes et les hypocrites qui ne sont pas sincères dans l'amitié. Mais tout cela, ils n'ont pas volé. Ils ont appris ça de nos aînés, les Ousmane Kaba, les Kabinet Koumara, les Lyncénifal, les Baouri et plein d'autres de notre génération aussi, les Ousmane Gawal, les Mori Kondé. C'est-à-dire, ils se disent, parce qu'en Guinée, le mal est que quand toi tu te bats pour le pays, il dit, mais dis donc, qu'est-ce que toi tu gagnes dans ça? C'est-à-dire, c'est la première question. Il y a tellement d'amis qui me disent ça. Il dit, mais qu'est-ce que toi tu gagnes dans ça? J'ai dit, mais je ne me bats pas pour gagner quelque chose pour moi-même. Mais quand il y a le barrage qui est construit et que les Guinéens ont de l'eau ou l'électricité, j'ai beaucoup gagné dans ça. Le jour que mes parents m'appellent peu pour me demander l'argent pour leur sauver, parce que maintenant, tout va mieux, comme au temps d'Alpha, à un certain moment, on recevait très peu d'appels. Les malades et tout ça, là, ça avait beaucoup diminué, mais maintenant, ça s'est aggravé même. J'ai dit, cela aussi, c'est quelque chose que je gagne. C'est-à-dire, quand la population, il y a des projets communs, c'est-à-dire les projets
qui aide tous les Guinéens. Quand il y a l'électricité, c'est tout le monde qui va en profiter. Ce n'est pas le gain personnel qui motive tout le monde. Il y a certains qui sont égoïstes dans leur vie, c'est-à-dire eux se battent que pour leur intérêt personnel. Mais ces personnes-là ne peuvent pas concevoir que toi tu te bats pour tout le monde. C'est ça qui est dommage en Guinée alors. Mais ce modèle-là, c'est l'héritage de nos aînés, les François Fall, les Baouri et tout ça. On voit tous. Hier, Baouri était contre Dadis, la candidature de Dadis. Mais aujourd'hui, le Premier ministre, c'est lui qui fait la promotion de la candidature de Mamadi. Voyez-vous, nous sommes dans cette logique. Mais tant qu'on ne se lève pas contre, parce qu'ils sont minoritaires, hein, c'est une minorité. La majorité est silencieuse. Et c'est cette majorité qui souffre. Mais on ne peut pas laisser un petit groupe hypocrite, malhonnête, venir théoriser, appauvrir cette grande majorité des Guinéens. Si on se taise tous, mais qui va parler? Il faut que certains d'entre nous se sacrifient pour ça. Parce que le mal, celui qui fait le mal, c'est vrai, il est le premier responsable. Mais ce qui fait plus mal, c'est le silence de ceux qui savent. C'est le silence de ceux qui peuvent nous défendre. C'est ça qui fait plus mal. Et c'est ça le rôle de l'élite dans un pays. C'est les gens qui sont les éclaireurs. C'est les gens qui sont des mobilisateurs. Mais malheureusement, la Guinée est actuellement orphelin. La Guinée est orphelin. Le pays est décrié partout au monde aujourd'hui. Quand vous parlez de la Guinée, les gens vous regardent comme ça et disent, hélas, nous voyons, est-ce que nous, on peut s'asseoir, regarder Mamadi, faire ce qu'il veut de notre pays, par la force des armes? S'il faut s'armer, armons-nous pour affronter Mamadi. Parce que c'est un groupe de bandits. Ils n'ont aucune légitimité. Ne laissons pas Mamadi imposer la terreur sur la population. C'est de notre devoir. C'est la légitime défense. Tout Guinéen doit s'armer de courage pour affronter ce groupe de bandits. On ne doit pas laisser le pays dans la main de ces mécréants qui détruisent non seulement notre avenir, mais le devenir même de notre pays pour les générations à venir. Ce n'est pas le populisme qui va développer un pays. Ce n'est pas faire les projets m'as-tu vu, les poudres à yeux comme ça, là, mettre les peintures. Seuls les naïfs que vous pouvez tromper. Chers compatriotes, je m'adresse à mes parents de la Basse-Côte. Fouré Nundime à Guinée. On a l'air n'ameki. Sabari mouifi femme. Mamadi far finkari nan mamadi rafari. Mamadi finkari nan tongo asa alpha attaqué. Donc Mamadi moukel mabé kawon fam mou finkari tongo à compte. Birin kana sa hunyi. Mamadi groupe de bandits nera, drogmati nera. Wamatu khorokwe nagan sofi lagne. Fenyari nagan dunia gire bin abirin na lagne nek. Komi muyeti nagan gawi. Asi nagan muyake. Mi beta nagan fanatongo. Memane. Mamadi ramgira. Alpha wama fafi. Alpha wama coup d'état. Hey. Alpha fa. Fe fainara kalfa sa kan alana sembe fi mama barke fiama asa finkari mike agafa mamadi tongobe wontan almakan di fi nanam
parce que tore naga na on farito surtout autant Guinée autant un ressentiment gimi fa fi alpha gimi fa rasul lagne al ku igano Guinée malidi igamanan kun soto al ko Guinée dimi ne kasi yeta su namigi na pédophile yira wende so futi duere ayamu nye funu seni soto alpha na biri na so alko Guinée parce que na Guinée a métier c'est-à-dire Guinée a kamesinge a métier na mais tore na de neto Guinée na toro parce que khorowe na suta Guinée na ressentiment famille puis Guinée na dépense tonguma motangami ana batu muba mo côté to mwana ntanga siga aventure kasa yonna meni famille da fama mais wotan Guinée wo mo no siga de o adi hurun di tore na de neto ina siga makiti se bin saribama depuis ye famina se sarimati ira ramena mini bangri iyala nan makandi ma u ira di na siga yekol ilo magala nan makandi na alku rasu insécurité miri fama l'herbi et wuntan luma ine itan nare et coup d'état rabar miri na encore ina na munu fang et en farne rafi ça normal irasiga nya sahaneki fefe musaka normal ka tore mara imam fa fala na mrebe na non tam musema sono ngwama do fine mengera unakati nama hawo finkari tongo ma wo fanga finkari tongo parce que Mamadi Fari sembe nana sagi ya yoma fala dunia ma amgi e fini a président na foi finkari tongo pourquoi on élection na ba mazon ka semba ma ya la nara o finkari fe nara on va nga finkari tongo awe na potera ba fe ni birim falama na dimera bologe ou du premier ya na kunja una bobodi ni falama na ki Mamadi Rafi sen una otulma tira unta fala ne hanniye ranyo décembre ki kekere nan lori ka musen de biringa pre a finkari nara o finkari tongo mane kon Mamadi sigamane agbakyuk Mamadi mu fan lagne beto am fan lagne betina mais wa mo tu lagne karafi ki yanare i peinture ça doulement i rompa ni sende afala lagne développer autant wa mo tu lagne tu famille de puis repas kiring et nanan tonguma sende bon mais toro transport wo ga kame ni no wol fe bere ne bin sa chômage ora de woli mune yira ta koroki itan sa peinture sa kirama ina wa ntan na wolfi senda sokiki waya na mato woli na gambini sendege abin alpha na ngifi bin yala be wona mato to Conakry gi bangi ni ge tife na immeuble atan groupe Mamadi na buri na tife la Guinée na follow be Mamadi doni na tiri la Guinée maiki alpha girma sui na bini na ba doni ba umma Mamadi barafa $100 milliard saka nye sakambuma et na $1 milliard saka itan wali mundun to la Guinée fi bilbilira parce que ye sangeri ni gaki alpha nangi bini sende ali kiri ni ya lamfiki alpha nanni bin arranger non sunwe mais nana kobri tungu et ça me raconte nama parce que et ça bandé sarama Abidjan quartier ndenana la Guinée ministre la quartier Mamadi en 40 villas na iramen il a sika Rwanda ha Guinée na ville tifemen Guinée birina sika Dubaï Koweït birin kutukutu quoi c'est-à-dire il est kana yamata no toro et wontan dogma woni won yati yera il est kana fiki yanre
ngoni kana jimekera bologi unagati nara sabari mu fifama ka finkari finara nga finkari tongo mamadi mge fama amge ra loema amge sama jeli tan se la nexi bin gule en fana wule sigi sene constitution ba élection a yomuna unta wama de wo mo hakilna parce que munoma era kelina era kheti mai kelina kewa emuwa fuikilna misali régler mauma nanara biringa préparer ka bar falu finkari tungu feda na unga tungu parce que umuno mo dodi unyi unyati gibila kurera ungwa kana fe unyagori unyati rera unagati nara. Cher ami, je voulais passer ce message-là en langue nationale pour nos compatriotes. Vous savez, la langue parlée dans la capitale en Basse-Côte, c'est le Soussou. Et beaucoup de Guinéens en parlent. Et c'est la langue, malheureusement, s'il faut le dire comme ça, c'est la langue que je maîtrise de mieux. Ben, je me débrouille peut-être dans les autres langues, mais ça viendra avec le temps. Mes chers amis, c'est pour vous dire que il n'y a pas 1000 solutions. C'est-à-dire, la seule façon de faire partir Mamadi, c'est l'insurrection populaire ou prendre les armes contre lui comme il le fait. Parce que nous sommes pris en otage. La Guinée est prise en otage par un groupe de délinquants armés. C'est ça la réalité. Aidés par les puissances occidentales, la France. C'est à nous de le libérer. J'ai vu une vidéo hier ou avant-hier dont beaucoup de nos compatriotes ont partagé. Mais moi, je n'ai pas voulu partager la vidéo, je n'ai pas voulu même commenter. C'était la vidéo de Franklin Nyansi, un Camerounais activiste qui se disent panafricains. Certes, mieux vaut tard que jamais, mais pour la petite histoire, je communiquais souvent avec lui. Bon, depuis un certain temps, j'ai arrêté. J'ai communiqué, j'ai discuté avec Franklin sur sa page et puis en privé, inbox. Je lui ai demandé, j'ai dit, mais je ne comprends pas. J'ai dit, vous combattez la France au Mali, au Niger, au Burkina. Mais la même France aujourd'hui est en Guinée. Ils sont en train de construire une base militaire. Ça remonte 2 mois avant que ça ne soit confirmé même par les députés français et tout ça. J'ai dit pourquoi ce 2 poids 2 mesures. J'ai dit le panafricanisme ne doit pas être sélectif. Quand vous combattez quelque chose, il faut que le combat soit global. Mais tu combats la France au Mali, au Burkina, au Niger, mais tu te tais sur l'action de la France en Guinée, surtout avec un légionnaire français qui a fait le coup d'État. J'ai dit, quelle que soit ta position envers Alpha Condé ou l'opposition, mais regarde le peuple de Guinée. Parce que 99% de la population en Guinée à l'heure là n'adhère pas. Mais à l'époque, il me disait non, mais tu sais, moi je considère Mamadi jusqu'à preuve de contraire, un panafricain. Lorsqu'on a sanctionné le Mali et tout ça, le Burkina il a laissé la frontière guinéenne ouverte et tout ça. J'ai dit tout ça c'est les manipulations. J'ai dit mais tu as remarqué quelque chose qui ne fait pas partir de tout ce que l'AES est en train de faire leur combat et pourtant au départ il était dans toutes les réunions.
pour crier tout ça là au départ. Mais dès qu'il a vu qu'il était maintenant assis et que la France le soutient, il a abandonné ses amis-là. Donc, bref, je me dis, Franklin Yancy est revenu sur les meilleurs sentiments, mais pour moi, ce n'est pas un exploit. C'est quelque chose que nous savons tous. Et puis, ce n'est pas par la voix de Franklin, il n'a rien dit de nouveau. Ça, c'était connu depuis longtemps quand il dit Mamadi tue. Mamadi n'a pas compris. Le jour du coup d'État même, Mamadi a tué. Lui-même, il sait. Il dit que Mamadi n'est plus, ce n'est pas un panafricain, il se sert du panafricanisme. Mais ça, c'était connu depuis le départ et tout ça. C'est parce que je me dis peut-être, avec le temps, il a pris le recul, il a analysé. Mais j'aurais souhaité aussi que Kevin Seba emboîte le pas, ou Nathalie Nian, bon, parce qu'Alain Foucault, je sais que lui, il a monnayé déjà sa dignité. Parce qu'il faut que nous, la jeunesse africaine, qu'on se dise que le panafricanisme que nous voulons promouvoir n'a pas de couleur, n'a pas de pays. C'est pour l'Afrique. Donc quand ça ne va pas dans un pays africain, nous sommes tous les Africains. Mais vous savez, comme disaient les grands panafricains, Kwame Nkrumah, Sékou Touré et Modibo Keïta, en créant en 1963 l'ancêtre de l'Union africaine qu'on appelait OUA, bien avant même la création de OUA, la première tentative d'union politique de l'Afrique a été envisagée en 1957 par le leader centrafricain Barthélemy Boganda en vue de la création des États-Unis d'Afrique. Donc en 1957 déjà, il avait pensé à ça. Mais 2 ans après, il a été tué par le service secret français. C'était en 1959, il a été tué. C'est le 23 novembre 1958, 2 mois après le nom de la Guinée au général de Gaulle, que le noyau central de ce que nous appelons aujourd'hui l'Union africaine a été créé. C'est-à-dire au mois de novembre 1958, Sékou Touré et Kwame Nkrumah ont créé ce qu'on appelait l'Union Ghana-Guinée. C'est ça qui a constitué le noyau de la création de l'OUA et puis par après l'Union africaine. 2 ans après, c'est-à-dire de 1958 à 1961, lorsque le Mali, en 60, le Mali a eu l'indépendance, Modibo Keïta a adhéré à l'Union. On a appelé l'Union Ghana-Guinée-Mali. C'est ça qui a constitué le noyau dur de tout ce qu'on parle de l'Union africaine. Donc, la Guinée fait partie des géniteurs de l'Union africaine. Donc, le panafricanisme est né en Guinée. Vous savez, le malheur en Afrique, c'est que le jeune Africain ne s'intéresse pas à son histoire. Il n'apprend pas l'histoire de l'Afrique. Parce que l'ignorance nous désarme. Parce que quand tu n'as pas d'argument pour convaincre ou pour défendre tes idées, mais tu es quelqu'un de fragile. Donc pour le jeune Guinéen, quiconque, même pas Guinéen, africain déjà, quiconque peut récupérer un concept et tout ça, il vient balancer le truc et il est là, il accepte. C'est ça qui est le malheur
surtout à cette jeunesse africaine qui passe le clair de son temps sur les TikTok, sur les réseaux sociaux, où c'est pour dire Riyad joue contre Madrid ou je ne sais quoi, Ronaldinho, Messi, c'est-à-dire toutes leurs préoccupations, c'est les autres, mais eux-mêmes, ils s'en foutent d'eux-mêmes. Parce que quand tu ne connais pas ton passé, tu ne connais pas ta culture, c'est comme un arbre qui n'a pas de racines. Tu es fragile. Ce qu'on a dénommé aujourd'hui l'Union africaine, nul n'a été l'opposition de Senghor au Houphouët-Boigny et le conflit Saharoui là, avec le roi Mohamed V à l'époque et le Polisario. Avant 1963, la création de l'OUA, il devrait être créé depuis 1958, l'Union africaine. On disait même les États-Unis d'Afrique. C'est ça qui était convenu au départ. Mais il y a eu des oppositions de certains chefs d'État africains. On a même entendu Omar Bongo qui disait « Le jour que l'Afrique va créer les États-Unis d'Afrique, que ces États-Unis d'Afrique la fera frontière au Gabon. » Omar Bongo l'a dit. Voyez-vous, c'est-à-dire le mal en Afrique, c'est que l'Africain est son propre ennemi. Mais l'histoire faisant, en 63, on est arrivé quand même à créer l'OUA. Mais à la création de l'OUA, par la voix du feu Kwame Nkrumah, il a lu la conclusion des 3 États qui ont été le noyau dur, comme je disais au départ, Guinée, Ghana, Mali, qui avait créé l'Union Guinée-Ghana-Mali, qui a donné naissance maintenant à ce qu'on appelle l'OUA, CEDEAO, et puis par après tout ça. Là. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'il nous a dit? Kwame Nkrumah disait, il dit, nous sommes africains, nous sommes tous africains. Il dit, non pas parce que nous sommes nés en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en nous. Il dit, le nom Afrique même ne nous appartient pas. Nos ancêtres, qu'on appelait les Kémis, Al-Kamoulan, c'est comme ça qu'on appelait l'Afrique. On nous a imposé en 1885 à Berlin, lorsqu'on repartissait l'Afrique comme le petit gâteau. Cela fait aujourd'hui 1 siècle et demi. On nous a donné les noms. On a partagé nos pays comme le petit gâteau. Le royaume de Mandingue, qui avait la Guinée, Mali, Burkina Faso, une partie de Gambie, une partie du Sénégal et tout ça a été découpé en petits morceaux. Le chancelier impérial qu'on appelait Bismarck à l'époque, il disait à ses amis colons, il dit si on est sage, chacun aura sa part de l'Afrique. C'est ça. Il faut apprendre l'histoire de notre continent. Vous savez, cher ami,
divisés, nous sommes très faibles en Afrique. Unis, l'Afrique peut devenir, et pour le bon, l'une des plus grandes forces du monde. C'est pourquoi dans notre combat, il ne faut pas être sélectif. Si on est contre la France au Mali, on doit être contre la France au Tchad. On doit être contre la France en Guinée. On doit être contre... Ce n'est même pas la France seulement, mais toute puissance étrangère qui viendra mettre même mise sur notre continent, on doit le combattre, qu'il soit français, américain, chinois ou riche. C'est ça le concept du panafricanisme. C'est l'émancipation des peuples africains. Heureusement, il y a un nouveau Africain aujourd'hui, prêt à mener ses propres luttes pour montrer que partout, l'homme noir est capable de gérer ses propres affaires. C'est avec cette nouvelle génération du panafricain, des jeunes Africains aujourd'hui. Nous entendons certains journalistes et hommes politiques français, le sentiment anti-français. Vous savez, il y a le réflexe colonial, mais derrière le réflexe colonial, il y a ce réflexe culturel qui est systémique en Occident, le racisme. C'est-à-dire l'Africain ne réfléchit pas. L'Africain est emporté par l'émotion. Donc quand on dit sentiment anti-français, j'ai dit tant mieux, vous pouvez appeler comme vous voulez. Mais nous avons compris. Nos aïeux, nos devanciers ont été piétinés, leur dignité brisée, torturée. Notre génération ne va pas accepter ça. Macron, on a été dans les mêmes écoles que toi. On a pris, on a lu les mêmes bouquins que toi. Donc tu ne peux pas nous tromper. À l'époque de nos ancêtres, avec un miroir comme ça, les pacotis, on venait lui dire, bon, tiens ça, donne-moi tel lingot d'or, et on leur trompait. Mais le temps l'a révolu. Vous savez, cher ami, tout cela sera possible si seulement nous restons solidaires et unis, que nous restons déterminés, car dans la lutte panafricaine, elle est globale, elle n'est pas sélective. Parce que c'est une lutte pour l'émancipation des peuples noirs, partout au monde, même au-delà du continent africain. On a été longtemps opprimés par l'Occident. L'établissement occidental nous a... L'Occident ne va jamais laisser l'Afrique s'émanciper, se développer. Parce que la pauvreté des Africains fait la richesse en Occident. Vous savez, cher ami, la liberté n'est pas quelque chose qu'un peuple puisse conférer à un autre comme un cadeau. On ne nous donnera pas notre liberté, on va l'arracher. Parce que si on ne revendique pas notre droit d'être un être humain digne, comme tout le monde, personne ne viendra nous respecter, tout le monde viendra cracher sur nous. C'est pourquoi j'ai dit aux plus jeunes surtout de chercher à se cultiver. On peut être instruit sans être cultivé. La culture, ça s'apprend auprès des aînés. Ça s'apprend en lisant aussi, en fouillant dans le tréfonds des valeurs sacrées de nos sociétés. Il y a des références aujourd'hui facilement consultables.
Il y a des écrits de Cheikh Anta Diop. Il y a des écrits de, comment il s'appelle, le Martiniquais qui est mort là. Il y a tant d'autres Africains qui ont fait les écrits sur l'Afrique, le vrai. Parce qu'il ne faut pas laisser l'étranger venir parler de notre histoire à notre place. On a nos grands-parents qui vivent encore au village. Allez-y près d'eux. Nous sommes d'une civilisation orale. Il y a des choses qui n'ont été jamais écrites sur l'Afrique, mais réellement qui existent. La charte de Kuronkofuga fut la première constitution au monde. Mais l'Occident l'a reconnue tout récemment. On l'a classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'était en 87 tout récemment. Et depuis le XIIIe siècle. Mais c'est pour nous dire le droit de l'homme, le droit universel. Paris, pays des droits de l'homme, c'est ceci, c'est comme ça. Mais pourtant, nos ancêtres au XIIIe siècle, ils avaient élaboré ce droit-là sous le baobab de Kuronkofuga à la frontière de Guinée-Mali. S'il y a des écrits, il y a des fouilles, apprenons notre histoire. Apprenons notre histoire. Sinon, nous serons considérés comme les maboules. Si vous voyez aujourd'hui que l'Occident n'a aucun respect pour nous, parce qu'on veut tout faire, c'est-à-dire on a perdu notre culture. Même le manger. Quand tu dis à l'Africain, il mange l'Africain, il dit non, moi je veux de steak, je veux de spaghetti, je veux ceci, je veux cela. Notre façon de s'habiller, on s'habille en occidental. Tout ce qu'on fait, on veut copier l'Occident. Je suis fier d'être africain, moi, pure laine. La plus grande gloire qui n'a jamais tombé, mais qui me révélerait toujours de la suite, c'est être né en Afrique. Je ne suis pas africain parce que je suis né en Afrique, mais l'Afrique est née en moi. C'est inné. Notre vie est toujours importante. Il faut savoir, avec le courage, de surmonter la pente, les difficultés que la Guinée vit aujourd'hui. C'est parce que nous, l'élite guinéenne, que ce soit l'élite intellectuelle, l'élite politique, l'élite des mondes des affaires, mais aussi les sages, nous avons démissionné. Sinon, on ne peut pas laisser un groupe de délinquants, de bandits, venir s'accaparer de notre pays et en faire ce qu'ils en veulent. Vous savez, chez nous en Afrique en général, on ne se dérange pas trop. On achète un appareil électronique ou un smartphone, nous jetons la notice et nous venons demander aux voisins comment cela s'utilise. C'est comme ça en Afrique. Parce que j'ai plus confiance en mon voisin que la notice qui est écrite, des fois que je ne comprends même pas bien. On utilise le savon jusqu'à ce que ça finisse, ou la pâte dentifrice, on le plie. Parce que chez nous, on ne gaspille pas. On recycle. Rien ne se perd. Tout est utile en Afrique. Nous appliquons l'économie circulaire qui permet d'éviter du gaspillage. Quand j'ai pas du sel,
Je vais demander mon voisin, quand il n'a pas de tomates, il vient me demander si j'ai pas de sucre. Je demande à un autre voisin. Nous sommes le système de troc, on échange. Cela même évite. Souvent, je ris seulement quand j'entends certains dire je suis libéral, je suis néolibéral. L'Afrique, par définition, c'est le communauté, c'est le communautarisme, c'est la solidarité. L'Afrique est par définition socio-démocrate. Il n'y a rien de matériel, sophistiqué, électrique. Mais vous savez, pour la beauté des concepts, souvent nos hommes politiques ils s'alignent à terre. En Occident, on peut comprendre. Mais vous voyez, en Afrique, nous descendons dans une voiture, on ne verrouille pas forcément les portails. Mais avant d'aller, nous essayons d'ouvrir le portail si c'est bien fermé. Ah oui, on n'a pas confiance aux biens fabriqués ailleurs. Chez nous, on dit souvent que le contrôle n'exclut pas la confiance. Parce que le taux de vol en Guinée ou par ailleurs en Afrique ou partout au monde, ça croît, c'est vrai. Nous voyons une chaise vide en Afrique, même s'il n'y a personne à côté, on demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui occupe la chaise? S'il vous plaît. Qui est là? C'est naturel en Afrique. Dire bonjour à son voisin le matin. Mais on est de fois surpris. En Occident, quand tu dis bonjour à quelqu'un, il te demande est-ce qu'on nous connaît? On se connaît. Nous, en Afrique, on dit bonjour sans connaître la personne. Peut-être en le disant bonjour. Parce que chez nous, la salutation, c'est la première porte d'entrée en contact avec une personne. On ne s'adresse pas à quelqu'un sans le saluer. C'est naturel en Afrique. Je suis fier d'être africain. C'est ça mon Afrique. Nous sommes fiers d'être africains. Dès qu'un stylo chez nous cesse de fonctionner, nous regardons la mine pour voir s'il n'y a pas de restant dedans, comme un thermomètre peut-être de mercure. Nous ne gaspillons pas en Afrique, nous recyclons, nous nous partageons. Nous vivons dans une économie circulaire et d'entraide. Quand quelqu'un nous parle, nous le saisissons bien, nous respirons pour mieux entendre. Nous enlevons même nos lunettes en regardant la bouche, comment ça gesticule, parce que nous sommes d'une civilisation orale. Pour nous, la parole, c'est d'abord le geste qui accompagne la parole. Le langage du corps est la clé qui déverrouille l'âme chez l'Africain. L'oreille n'entend que loin ce que les yeux peuvent témoigner. Nous retirons l'argent dans les guichets automatiques. Nous nous mettons à côté pour compter. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas confiance à la technologie ou à la machine. Mais en Afrique, on dit le contrôle n'exclut pas la confiance. Et oui, c'est ça mon Afrique. Si la télécommande ne marche pas, je la tape 3 ou 4 fois et je le fais fonctionner. C'est comme ça mon Afrique.
notre Afrique. Très cher ami, je suis fier de ce beau continent, pris dans un cycle répétitif. Savez-vous que l'Afrique est exclue à la 4e révolution industrielle que nous vivons maintenant? Mais la jeunesse, on doit refuser ça. Pendant la première révolution, la première, la deuxième et la 3e révolution industrielle, ont été considérés comme les objets, les marchandises. Avec l'esclavage, la traite des Noirs et la colonisation, on n'a pas pu participer à notre juste valeur à ces révolutions industrielles. Aujourd'hui, cette 4e révolution, savez-vous que dans tous les continents africains, 64 pays, il n'y a que 2 pays en Afrique où la monétisation est acceptée, c'est l'Afrique du Sud et le Maroc. Tous les autres, les 52 pays africains, la monétisation des GAFAR, là, Facebook ou les trucs, ça ne se fait pas. C'est que nous, les Africains, soit tu as un parent en Occident, tu ouvres un compte pour lui et tous ceux qui se monétisent sur les réseaux sociaux, les impôts, on paye dans des pays occidentaux. Quelle discrimination. Mais c'est une façon de détruire le talent et même détruire la confiance en soi. Pourquoi nous les Africains, on ne se regroupe pas pour créer notre propre réseau social? Les Chinois l'ont fait avec TikTok. Facebook est américain. Vous allez en Russie, à Telegram et tout ça. Pourquoi nous les Africains? Parce que dans 10 ans, l'Afrique sera le plus grand marché au monde. Peut-être c'est la Chine ou quoi, en tout cas on sera proche de plus de 2 milliards de consommateurs en Afrique. Et la population africaine, plus de 60% de la population africaine a moins de 30 ans. C'est la population la plus jeune au monde. Et nous savons qu'il y a des talents en Afrique. Mais par notre manque de solidarité, ces jeunes talents sont ignorés. On parle de Messi, on parle de Ronaldo, on parle de Balthazar, les futilités. C'est ça qui nous importe. Si on s'investit, il y a des jeunes talents en Afrique, partout en Afrique, on voit sur les réseaux sociaux les créations, les inventions, mais une invention faite, qui n'est pas soutenue, mais il disparaît. Il finit par être récupéré par celui qui a l'argent pour le développer. C'est ça la réalité. Prenons conscience. Dire que notre continent, l'Afrique, doit être développé par ses fils. On doit éviter ces enfants, ces militaires égarés, sans conscience ni âme, qui viennent détruire notre pays, notre continent. Les gens mal formés là, ils viennent, ils disent, nous sommes panafricains comme Mamadi Doumbouya et tout. Mais regardez sur le terrain. Il ne faut pas que nous sacrifions l'héritage de nos dévanciers. Il faut que nous soyons dignes de cet héritage. Unissons-nous, battons-nous pour l'émancipation des peuples noirs, car le panafricanisme n'est pas sélectif. Si nous nous battons contre la France au Mali, nous devrons nous battre contre la France partout en Afrique, y compris la Guinée.
battons-nous contre la France en Guinée, la mainmise de la France, par l'intermédiaire de ce légionnaire, ce pion de la France qu'on appelle Mamadi Doumbouya. Et cela, s'il faut prendre les armes, prenons les armes, s'il vous plaît. Parce que nous sommes pris, nous sommes sous occupation par un groupe armé, un groupe délinquant armé qui tue, qui traumatise la population. Chers amis, chers compatriotes, ne lâchons pas, ne nous décourageons pas. Vous savez, l'impossible n'est pas guinéen. Et la plus grande défaite chez un homme, c'est abandonner. Restons solidaires et restons mobilisés, prêts. Parce que Mamadi ira, qu'il le veuille ou pas, il ira. Chers amis, c'est sur ce que je vous prends congé. Mais dans la semaine, j'essaierai de voir, je reviendrai. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci.